Alors, on ouvre ce grand thème cette année. On va explorer cette année le discernement. Certains groupes ont commencé une première rencontre avec Annie Laudreau, qui nous disait, quand je lui disais, Annie, c'est quoi la première chose qui te vient quand on parle du discernement? Elle me dit, tu sais que quand on est dans l'émotion, c'est difficile de bien discerner. Il n'y a pas de discernement possible. Alors on a dit, on va commencer par ça, apaiser ses émotions. Donc toute l'année, on va essayer de réfléchir à tous ces éléments, toutes ces conditions qui permettent au discernement de s'imposer. Puis, parce que je dirais que c'est un peu ça, le discernement, c'est comme quelque chose qui s'impose. Alors, écoutez, je voudrais juste vous déposer peut-être quelques réflexions. Effectivement, le discernement, c'est pour moi quelque chose qui se cueille comme une pomme qui est prête. Et que quand on tire trop fort dessus, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Et c'est un peu ça, souvent on se dit, là, on voudrait décider, tu sais. D'ailleurs, on a une réunion, on a des choses à décider, puis on a quand même 1h30, fait qu'au bout d'1h30, on a 9 décisions à prendre pour aller prendre. Mais il y a plusieurs de ces décisions dont on tire parce qu'on veut les prendre rapidement, etc. Et comme on n'a pas le temps de consulter les autres, parce que là, il faut aller vite, alors on prend des décisions, puis après ça, on fait des dégâts avec les décisions, puis on engage des consultants en gestion de changeant pour aider le monde à avaler les pilules des décisions qu'on a prises par la suite. Alors, on n'est pas très efficace, on se pense bien intelligent, bien rapide. Tu sais, je suis toujours inquiet quand un leader me dit, moi, là, quand je rencontre quelqu'un, là, je suis capable de discerner tout de suite quel genre de personne c'est. Ou, moi, là, des décisions, là, amenez-moi ça, moi, je suis capable de prendre ça rapidement. Ça m'inquiète toujours beaucoup. Donc, à part la couleur des poignées de porte, moi, là, ça peut aller assez rapidement. Ça m'inquiète quand on dit qu'on est capable de décider rapidement. Donc, ce qu'on va explorer cette année, c'est comment on fait ça, discerner. Et c'est quoi les conditions? Comment on peut créer même l'environnement qui est propice à ce que le discernement s'impose. 2 choses que je vous raconterai, je pense. Premièrement, j'ai découvert au fil de ces rencontres à Saint-Jean-de-Mata, de ces rencontres avec les autres là-bas, que le discernement exige 2 mouvements. Et c'est drôle, probablement que je suis arrivé à cette conclusion-là, parce que c'est grâce à notre ami Mario Caillé, qui est pas très loin là-bas. Et Mario m'avait dit, dans les études qu'il avait fait sur, je crois, Otto Scharmer, m'avait dit, tu sais, il y a 2 mouvements qu'on doit développer quand on est un leader. On est beaucoup dans un mouvement d'aller vers des objectifs, vers des données, vers toutes sortes d'affaires, mais il faut aussi laisser venir. Et j'ai découvert que, effectivement, dans nos organisations, il faut aussi qu'il y ait cette place pour aller vers. Par exemple, je dois discerner dans une décision, est-ce que je pars ma boîte ou je pars pas ma boîte, qu'est-ce que je fais? Alors là, on va bien sûr aller vers les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder sur le marché qu'est-ce qu'il y a, on va analyser le marché, on va peut-être aller faire des petites recherches sur Google, on va aller vers les autres, on va s'informer, on va demander aux autres. Mais on ne peut pas faire aussi l'économie de laisser venir. D'un travail pour que les intelligences ailleurs, à l'intérieur de soi, puissent être sollicitées. Et pour ça, ce qu'on a découvert au fil des années, c'est que ce qu'on découvre, c'est que dans le fond, c'est quoi ces mouvements-là qui n'ont plus tellement de place dans notre société? Marcher, mais marcher peut-être plus de façon contemplative, méditer, prier pour certains qui prient. Il y a ces mouvements, le silence est fondamental, mais pas seulement être en silence, mais faire silence. C'est un peu ce que Serge nous dirait, hein? Comment apprendre à faire silence à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de soi, pour que, doucement, il y a une réponse que je n'avais pas prévue, qui vient un peu du champ gauche, mais qui vient m'indiquer la voie. Et ce qu'on découvre aussi, c'est à quel point le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de silence dans notre société, dans nos vies, on n'entend plus rien de l'intérieur. Comme on ne fait jamais silence, on n'entend plus rien. Et donc, il faut aussi trouver une façon que dans nos vies et dans nos organisations, il y ait de l'espace, de silence, pour qu'on puisse, tout d'un coup, entendre de l'intérieur. Et comme on n'est pas habitué, c'est comme des sons qu'on n'entend pas, je pense. Il faut comme pratiquer le silence, la méditation, pour qu'à un moment donné, ces intelligences autres que juste le cerveau sur c'est une bonne idée, pas une bonne idée, la technique du vieux Ben, tu sais, les pour, les contre, pour que autre chose à l'intérieur de nous s'éveille. Donc, 2 mouvements. Un mouvement où on va vers les autres, où on va vers des données probantes, où on va vers toutes sortes d'affaires, mais aussi un mouvement où on laisse venir. Ça, c'est la première chose qu'on a réalisée qui était fondamentale sur la route. Et l'autre, c'est que là, on va le résumer en 4 à peu près. On a essayé de travailler fort là, parce qu'on a amené cette réflexion-là au colloque des CHU récemment. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai fait une petite parenthèse quand je reviens dans l'année de la gratitude. J'aimerais vraiment on a beaucoup de gratitude envers. Vous savez qu'il y a 10 leaders et amis de la maison des leaders qui ont été conférenciers au colloque des CHU, qui sont venus pour servir le monde de la santé.
Donc, de voir que l'industrie du privé, du parapublic, de l'art vient se mettre au service de la santé, ça m'a énormément touché. Et donc, ça me touche beaucoup que la Maison de l'Église qu'on soit capable de s'aider les uns les autres. Donc, merci beaucoup. Mais dans cette réflexion, pour cette grande réflexion au colloque qui était dirigée avec intelligence, avec un S, on a essayé de canaliser les 4 intelligences. Ce serait quoi les intelligences qu'on a développées si on veut bien discerner? On a beaucoup discerné avec notre tête. Hein? Bon, c'est quoi les pour, les contre? C'est les quoi qui vont nous apporter plus de profit, moins de profit, etc. Et on a découvert qu'il fallait vraiment développer 3 autres formes d'intelligence. Celle-là était très importante. Hein? Parce que moi, si je vais pour me faire opérer pour le cœur, je vais bien aimer que l'intelligence du cerveau gauche soit assez solide là, pour savoir ce qu'il y a à faire. 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Hein? Donc, il ne faudrait pas la perdre. Et malheureusement, quand on se met à valoriser parfois d'autres, on perd celle-là. C'est fondamental qu'il y ait cette intelligence-là. Et moi, j'ai la chance d'avoir dans ma vie des gens tellement intelligents qui ont ce type d'intelligence que moi, j'ai pas beaucoup. Et je trouve ça extraordinaire. Après, il y a d'autres formes d'intelligence. Et pour mettre ça simple, on a dit dans le fond, il y a l'intelligence donc, de la tête, cette intelligence-là. Il y a l'intelligence du cœur. Hein? Vous savez, ces personnes, et c'est pour ça, je pense qu'on a demandé à Daniel de se joindre à nous, il y a ces femmes, ces hommes qui ont cette intelligence des émotions, l'intelligence de l'autre, l'intelligence de la relation, de la rencontre avec l'autre, cette intelligence bouleversante où ils sont capables d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux au niveau de leur cœur. Ils sont capables de rejoindre le cœur de l'autre. Il y a comme une espèce de 6e sens qui se développe par cette intelligence du cœur. Il y a aussi l'intelligence du corps. C'est vrai que, mon Dieu, que si on écoutait notre corps, là aussi, il y a toutes sortes d'intelligence. D'ailleurs, vous savez que les nouvelles recherches sont claires, qu'il y a de l'intelligence dans toutes les cellules du corps. Il paraîtrait, je pense que c'est Mario qui me dit ça, qu'il y avait combien de cellules d'intelligence dans le côlon? Hein? C'est ça, Mario? 200 millions de neurones dans le côlon. Alors écoutez votre côlon. Hein? Écoutez, il y a des neurones partout, il y a de l'intelligence partout, mais c'est incroyable comment on s'en est... Moi, je réalise combien je m'en suis privé. Moi, entre autres, je sais que cette intelligence-là non plus, c'est pas une intelligence qui était très présente. Chez nous, c'était pas très valorisé. Donc, le corps, on dirait que je l'écoute pas vraiment, mais je le sais qu'il me parle. Et merci Marie-Claire, tu nous as déjà pris par la main un peu déjà dans ce travail-là. On va continuer à la Maison des leaders à explorer l'intelligence du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me rappelle d'une anecdote avec Marie-Claire, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui se rappellent de ça aussi. À un moment donné, je dis à Marie-Claire, parce que je suis toujours assez bouleversé, tu sais, elle prend 10 leaders là, qui n'ont jamais chanté, puis elle va chanter, tu sais. Puis il faut qu'elle ramène le tuyau pour que ça sorte. Puis, puis il y a 10 leaders qui vont après l'autre, et elle fait 10 affaires différentes pour réussir au même résultat. Hein? Comme quoi, les mêmes processus, c'est pas toujours le même processus qui donne le même résultat. Donc, elle pense à 10 affaires complètement différentes, un pour chacun. Mais je dis, comment tu arrives à discerner à chaque fois exactement pour celui-là, avec ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, c'est exactement ça que ça va prendre pour que ça marche. Ah, elle me dit, ben ça c'est. Ça m'a bouleversé cette phrase-là. Ça c'est. C'est comme si tu me disais, Marie-Claire, ben je ne sais pas trop, mais c'est pas juste je sais. Ça c'est. Comme si tu avais mis toutes tes intelligences au service de ce qu'il y a à faire, et tout d'un coup, ça s'impose. Puis pour moi, c'est un peu ça le discernement. Ça veut dire que j'ai écouté avec mes oreilles, j'ai écouté avec mes yeux, j'ai écouté avec mon corps. Et donc, il y a quelque chose qui s'est imposé. Et donc, je me suis mis au service, j'ai écouté cette autorité de ce qui s'impose à la situation. Fait que merci pour cette intelligence du corps qu'on doit explorer. Et la dernière intelligence qui, à mon avis, est probablement pas dans vos organisations, parce que je sais que vous en êtes capables, mais qui est la plus absente, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant de détresse dans nos organisations, c'est l'intelligence existentielle. Bon, pour qu'elle fitte avec les autres, on l'appelle l'intelligence de l'âme, mais bon, c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais bon, on a dit donc, on a le cœur, la tête, le corps et l'âme. Et toute dans le fond, c'est quoi l'intelligence existentielle? C'est la capacité à trouver du sens à sa vie, à donner du sens à sa vie, à donner du sens au chacun des gestes qu'on pose dans le quotidien. Longtemps, j'ai pensé, moi, les écoles de gestion m'avaient dit que quand on était un patron, il fallait être un visionnaire. Un jour, j'ai réalisé que, ben non, c'est important qu'une entreprise ait de la vision, mais c'est pas nécessairement un patron d'avoir ça. Un jour, on m'avait dit aussi, on a dit longtemps qu'Rémi, un patron, c'était d'être un visionnaire, mais finalement, un patron, son rôle, c'est de donner du sens. Donc, soit par la vision ou par autre chose, mais c'est de donner du sens. Donc, j'ai essayé de donner du sens, puis j'ai pas énormément de succès, parce que je réalise que le sens pour moi, c'est pas le sens pour l'autre. Et aujourd'hui, dans le travail, grâce à vous, je découvre que notre travail, c'est pas de donner du sens aux autres. C'est de trouver un sens pour soi-même.
Et comme c'est tellement bon quand le sens vient de l'intérieur, d'aider chacune des personnes autour de nous à trouver du sens pour eux-mêmes. Dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de décider, dans ce qu'on est en train de choisir. Et ça m'a ouvert une porte incroyable. J'ai découvert que dans le fond, si je travaille avec 10 personnes sur un même projet, une même vision, il y a 10 sens différents. Chacun trouve pourquoi, dans le fond. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai une passion pour ma profession, ou pour le projet, ou moi ma seule passion c'est d'être avec vous autres, parce que je suis bien raide avec vous autres. Donc, chacun a un sens très différent de pourquoi il est là. Mais d'aider chacune des personnes à en trouver, il y a comme une paix intérieure exceptionnelle qui arrive, qui nous permet de mieux discerner après quand on a réussi à écouter de l'intérieur. Et donc, quand on doit discerner, le Père Abbé nous disait souvent, et vous avez sûrement en parlé, il faut discerner en fonction de quelque chose, en fonction de nos intentions, en fonction du sens de ce que ça fait pour nous, en fonction des choses qui nous ont touchés, qui nous ont bouleversés et qui, oups, nous amènent à dire, je pourrais peut-être faire quelque chose, moi. Donc, on discerne en fonction de ses intentions à l'intérieur de nous, en fonction de nos valeurs. Alors, pour moi, développer ce mouvement où on va vers les autres, vers l'intelligence des autres, vers des données, vers l'intelligence de laisser venir. Et là, je dirais plutôt le courage ou l'humilité de laisser venir. Dans notre société, c'est très difficile de rien faire. J'étais très touché parce qu'il y a un de nos amis leaders que je trouve quelqu'un de tellement enthousiaste, j'aurais pas pensé qu'il était capable de faire ce qui est le plus difficile à un être humain, rien faire. Et tantôt, Jonathan me disait, j'ai été capable pendant quelques jours de ne rien faire. Et félicitations, c'est exceptionnel, j'y arrive pas toujours et très rarement. Et c'est merveilleux. Je pense que si on n'apprend pas à fermer les yeux, si on n'apprend pas à rien faire, à se dépouiller un minimum, on n'arrive pas à en prendre de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est comment, sur la route, avoir toutes ces intelligences en éveil. Prendre conscience de l'intelligence que moi, je peux apporter à un groupe, puis avec humilité, prendre conscience que les autres, je ne les ai pas nécessairement. Donc, j'ai drôlement pas besoin des autres. Donc, peut-être que dans une équipe de gestion, au lieu des 22 compétences clés qu'on cherche, peut-être qu'on pourrait se dire, au moins, est-ce qu'on s'assure que dans notre équipe, toutes les intelligences y sont? Et comment on peut aussi arriver dans une admiration réciproque profonde pour les intelligences que chacune a développées en fonction de son potentiel, en fonction de son histoire de vie. On a développé toutes sortes d'intelligences. Et c'est uniquement quand toutes les intelligences ont leur place qu'on y arrive. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai aussi observé, parce qu'en plus d'avoir la chance d'être là avec vous, j'ai souvent la chance d'être avec des comités de direction, de vos comités de direction, et je découvre que j'ai compris pourquoi, même dans ma boîte à l'époque d'Adéco, les premières années, on dirait que j'avais jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à très bien discerner les premières années. C'est que les premières années, on était dans le débat. Et je ne pense pas qu'il y a de discernement possible quand on est dans le débat. Parce que le résultat du débat, c'est pas le discernement. Le résultat du débat, c'est que celui qui a le plus gros titre ou la plus grande gueule a réussi à convaincre les autres, puis les autres se sont ralliés. Et donc, finalement, on les dit, regarde, il veut tellement, on va aller là, tu sais. Mais rarement la meilleure chose. Mais donc, il faut, je pense que c'est urgent, Mario et Serge sont un peu des pères de ça au Québec, il faut ouvrir le dialogue. Il faut absolument qu'on apprenne à passer du débat au dialogue. Donc, c'est uniquement quand chacun peut se déposer dans ce qu'il pense, sans être jugé, où on n'entre pas dans un débat de je suis d'accord, je suis pas d'accord, on n'en a rien à foutre. Donc, c'est comment on peut tout simplement ouvrir un dialogue pour qu'au bout du dialogue, le discernement s'impose. Mais c'est sûr que ça demande une posture mentale différente. Moi, je me rappelle, quand j'étais patron d'Adéco, j'étais à la fois le président et la plus grande gueule. Fait que c'était souvent mon idée qui passait, et non pas le discernement. Mais quand j'arrivais le soir, j'étais drôlement fier. J'étais dans le plaisir, j'arrivais le soir, je disais « Ah yes, j'ai réussi à passer mon idée. » Donc, j'étais tout heureux. Non, j'étais pas heureux. J'étais dans le plaisir. Et un jour, j'ai découvert que c'était pas très utile pour personne et que c'était pas très brillant. Et je suis arrivé avec une posture mentale différente à nos rencontres. En me disant, j'ai eu l'idée. Oh, mais j'aimerais tellement qu'une meilleure s'impose. Qu'une meilleure, grâce à l'idée que j'apporte, qu'une meilleure idée arrive. Et donc, régulièrement, et là, j'ai découvert que j'étais vraiment pas le plus brillant de la gang, que ça arrivait de moins en moins, c'était mon idée qui passait. Mais c'était pas très grave. Quand j'arrivais le soir, j'avais très peu de plaisir parce que je n'étais pas capable de me dire dans le miroir « Ah yes, j'ai passé mon idée ». Donc j'ai dû faire le deuil de « Yes, j'ai passé mon idée ». Mais j'ai donc quitté le plaisir pour avoir accès au bonheur. Le bonheur de dire « Hey, je pense que j'ai contribué à ma façon, avec mon grain de sel, à ce que la meilleure décision, la plus belle des solutions s'impose pour l'ensemble ». Alors pour moi, c'est ça la posture mentale qu'on doit avoir
quand on arrive dans une rencontre, on doit souhaiter que le meilleur s'impose. Pas que notre idée passe. Pas qu'il faut défendre son département, il faut défendre son dossier, sa priorité. Mais en arrivant avec l'intention, toutes les autres intentions sont là, bien sûr, puis on ne peut pas les nier. Donc, je peux les regarder, mais quand je choisis d'ouvrir la porte et de rentrer dans une salle de rencontre, si j'étais capable de mettre de l'avant cette intention que le meilleur s'impose pour le bien de notre organisation, pour le bien de l'ensemble. Donc, pour moi, passer du débat au dialogue, c'est aussi fondamental pour qu'on puisse apprendre à discerner. Il y a une de nos amies qui nous a envoyé d'ailleurs un petit courriel ce matin là, pour nous dire qu'elle vous saluait, Danielle Sauvageau, qui était aussi avec nous à la Maison des Leaders depuis le début. Et elle m'envoie un petit coucou, puis ça m'a fait penser à elle, parce qu'un jour, j'étais avec elle, et il y avait toute une équipe de gestion, de gestionnaires, on faisait un atelier, et là, il dit aux gestionnaires, elle dit, vous savez, les gestionnaires, vous prenez toujours des bonnes décisions. Alors, les gestionnaires, tout contents, tu sais, les épaules hautes, etc., elle laisse un petit silence, et elle dit, mais tellement rarement la meilleure. Et là, ça nous a obligés à entrer dans un espace. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce processus de nos comités de direction, de ce processus de nos organisations, de nos vies, pour que la meilleure puisse, s'imposer et qu'on l'accueille. Vraiment, et Stéphane pourrait le dire, dans les dernières années de notre vie ensemble à ADECO, c'était beaucoup plus doux. Les décisions, on avait l'impression de les cueillir sans effort. Et quand la décision s'impose, c'est comme si tout d'un coup, tout le monde est d'accord, il n'y a plus rien à dire. Elle s'impose. On l'accueille, on y va. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours cette petite fébrilité de se tromper, mais ça aussi, il faut accepter ça. Mais généralement, moi je trouve, en tout cas, je peux vous dire que dans ma vie aujourd'hui, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression que notre vie est douce, hein, Michel? Et on prend le temps. D'ailleurs, Michel, elle a osé me dire l'autre jour qu'elle attend que j'y parle 3 fois de la même affaire avant de commencer à faire quelque chose. Parce qu'elle trouve que j'ai trop d'idées. Donc ça, c'est sûr que c'est faire preuve de discernement. Hein? On va attendre. S'il ne m'en parle pas, ça ne va pas être bien important. Je le sais maintenant, donc je ne suis pas trop choqué. Alors, je trouve que c'est très sage de sa part. Hein? Très sage, hein? Surtout avec moi. Et le discernement, je réalise que, malheureusement, quand je travaille avec des entreprises avec qui j'ai commencé à ouvrir cette réflexion-là, ils me disent « Ah, Rémi, on aimerait que tu viennes parce que là, on a tel gros enjeu, puis il faudrait qu'on discerne. » Ben oui, tu sais, il est minuit moins 5, il faut discerner vite. Alors là, il faudrait faire un sondage auprès de nos employés pour savoir s'ils sont heureux, parce qu'on n'a aucune idée s'ils sont heureux. Comment on peut avoir aucune idée que nos employés sont heureux? Mais bon, et là, il faudrait savoir tout de suite, etc. Mais là, il ne reste pas de temps, etc. Donc, il faut discerner vite, c'est urgent. Et là aussi, ce qui m'amène, et je ne sais pas, tout ce que je vous dépose là, c'est ce qu'on a réfléchi. Hein? Vous allez vous reconnaître, ceux qui êtes venus aux retraites. Là, je vous dépose juste ce qu'on a réfléchi, ce qu'on prétend. On n'est pas du tout dans la vérité. Là. Mais en tout cas, une autre affaire qui s'impose, c'est que le discernement, j'ai l'impression que c'est presque... Il faut développer des conditions humaines, une posture, une façon d'être dans notre vie qui ferait qu'au moment où on a à discerner, ça va assez vite. J'étais très touché, Jacques, que tu es venu pour parler au monde de la santé, et il leur a dit, moi j'aimerais ça vous parler de l'importance de marcher son usine, de marcher son département, de marcher sa boîte. Parce que quand je marche ma boîte, hein, tu disais, tout d'un coup, et combien de fois tu disais, il y a des décisions que tu as prises parce qu'il y a 3 semaines, 1 mois, tu as su entendre quelque chose qui se passait. Ta décision a été de, il y a 3 semaines, un tel, il me semble, qui me disait qu'elle n'allait pas bien. Je ne suis pas sûr qu'on prenne une bonne décision à ce moment-ci. Mais si je n'ai pas écouté, je ne peux pas discerner en fonction de ce que je n'ai pas écouté. Je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, puis toutes les autres, c'est bien de le réentendre. Mais vous vous rappelez ce que le roi des Mossi nous a dit quand on est allé au Burkina Faso. On a rencontré le roi des Mossi, puis il y a quelqu'un qui lui a demandé c'est quoi la job d'un roi. Hein? Et il a dit la job d'un roi, c'est d'aider chacun de ses humains, ses sujets, à devenir ce qu'il est. On ne s'attendait pas à ça comme réponse d'un roi. Et là, on s'est dit, mon Dieu, c'est peut-être un peu notre rôle à nous aussi de devenir des rois des Mossi. Et notre travail, c'est tout simplement d'aider les êtres humains autour de nous à devenir ce qu'ils sont. Nos enfants, nos collègues, nos conjoints, nos employés, nos équipes, nos membres de conseil aussi, nos actionnaires, à aider chacun des êtres humains sur la route à devenir ce qu'il est. Et je pense que c'est Marie-Christiane qui avait posé la question, mais c'est quoi les qualités humaines qu'il faut développer pour réussir ça? Et il avait dit, comme vous en demandez plusieurs, je vous en donnerai 3. L'écoute, l'écoute et l'écoute.
Et pour moi, je pense qu'il a probablement dit, ça m'a pris des mois avant de catcher ça, mais il a probablement dit l'écoute, l'écoute et l'écoute. Et je pense que si on développe une telle qualité de présence tous les jours sur la route, dans le quotidien, au moment opportun, on saura pas mal ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qui s'impose comme une meilleure décision? Vous savez que je m'intéresse beaucoup aussi, mais là, je vais avoir besoin du Père Abbé, je ne sais pas encore, mais pour les prochaines années, mais je m'intéresse beaucoup à la question de l'autorité. À comment ramener l'autorité dans notre vie. On s'en va à Campo-Bay pour en parler aussi pendant une semaine. Retrouver une certaine autorité intérieure ou assumer l'autorité comme meneur, le devoir qu'on a comme meneur. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre une autorité ou oser une autorité si on n'a pas écouté sur la route. Dans la règle de Saint-Benoît, je me rappelle, j'avais lu que parfois l'intuition ou la réponse, ça passe par le plus jeune. Mais si je ne l'ai pas écouté le plus jeune, je n'ai pas la réponse. Alors oui, c'est vrai que c'est moi le meneur, j'ai une autorité que je dois exercer, mais si je n'ai pas écouté, je n'ai pas non plus écouté tous les messages qui vont faire que je vais être capable d'assumer complètement une autorité. Donc je pense que si on veut, nous les leaders, apprendre et oser à un moment opportun, assumer une autorité, il faut qu'on ait écouté sur la route. Et donc je pense que si on pratique tous les jours notre qualité de présence, d'attention à ce qui se passe autour de nous, qu'on a les grandes oreilles, des grands yeux, des grandes émotions, un corps qui est prêt à recevoir tout ça, on a beaucoup plus de chances au moment opportun, s'il faut aller vite, d'être capable de discerner rapidement. On a vécu quelque chose de particulier, Raymond, Daniel et moi, en voyage. Ils m'ont demandé, quand on est allé à Assise, ils ont dit, Rémi, qu'est-ce que tu t'attends de nous? On va co-leader avec toi, mais en plus de m'occuper des finances, qu'est-ce que tu t'attends de moi comme leader? Et je dis, écoutez, la seule attente que j'ai envers vous, c'est que vous soyez présents tout au long de ce voyage. Pour qu'au moment où on aura à prendre une décision, on n'a pas à consulter les 36 personnes, on se parle, puis comme on a tellement écouté, on devrait être capable. Et ça a été un voyage extraordinaire. Je dirais qu'on n'a pas demandé l'opinion à peu près aux membres de groupe du voyage, parce qu'au moment opportun, on arrivait en montagne, on disait qu'on est rendu ici de la montagne, on devait aller jusqu'au bout. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'arrêter? Et donc, j'allais rapidement chercher Daniel et Raymond, qui étaient à 3 endroits différents. Je leur disais, et Raymond disait, on arrête immédiatement, André est fatigué. Et comme on reste ensemble, on arrête. Ou Daniel pouvait dire, mais ça, mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être séparer le groupe en deux? J'entends aussi que certains aimeraient continuer. Quelques minutes, quelques secondes, même parfois, le discernement s'imposait, puis on disait au groupe, voilà ce qu'on fait. Et il n'y a pas eu de heurts dans le groupe. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que peut-être que parfois, la personne était déçue de la décision qui était prise pour elle-même. Et c'est comme s'il y avait cette confiance qu'on est tellement écouté sur la route que si on prit cette décision-là, c'est sûrement parce que pour le bien du commun du groupe, ça doit être la bonne affaire. Moi, quand je travaille avec un patron d'entreprise puis qu'ils me disent « Ouais, mais tu sais, Rémi, le monde est tellement égocentrique, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est défendre eux, puis ils veulent toujours être contents, puis je vais faire des mécontents, etc. » C'est pas vrai. Partout dans les usines, partout où je vais, là, pourquoi le monde sont centrés sur eux-mêmes? C'est parce qu'il n'y a pas de projet de bien commun. Puis ils ne sentent pas qu'ils sont écoutés puis entendus sur la route. Mais honnêtement, là, tout le monde est capable de dire cette décision-là n'est pas nécessairement la meilleure pour moi à ce moment-ci, mais je suis convaincu que s'ils l'ont pris, c'est la meilleure pour l'ensemble. Et donc, je me rallie, je suis bien, je suis même heureux de ça. Et je sais qu'au moment opportun où ce sera moi qui sera dans le besoin et que ce sera mieux pour moi, ce sera mieux pour moi, peut-être moins bien pour d'autres. Et c'est pas vrai que les gens sont individualistes et ils veulent toujours uniquement pour eux-mêmes. Je n'y crois pas. Je pense que c'est à nous à créer des environnements où les gens sentent qu'on est totalement à l'écoute sur la route pour qu'au moment opportun, on puisse discerner ensemble. Et peut-être la dernière chose que je dirais, j'ai découvert comment aussi il faut discerner en fonction de ce qui nous importe. Alors vous savez que c'est un travail qu'on a fait dans les dernières années de réfléchir à qu'est-ce qui importe. On a travaillé avec des soignants en soins palliatifs, on a réfléchi à la question de la finitude. Maintenant qu'on sait qu'on va mourir, là, on ne le savait pas en méthode de leader, on pensait tous qu'on était éternel. Bon, là, ça y est, on est rentré dans le mur, on le sait. Ah, c'est vrai, la gang du parcours école, vous n'êtes pas rendu là, excusez-moi pour le choc. Ils vont voir ça bientôt, là, dans une couple de mois. Mais nous, on a dit, ben ça y est, on assume totalement le fait qu'on va mourir. Alors bon, et ce qui est merveilleux par ailleurs, c'est qu'on découvre aussi, pour la première fois de notre vie, peut-être réellement, là, de l'intérieur, que le temps qui nous est imparti est drôlement limité. Et comme le temps qui nous est imparti est limité, ouf, qu'il y a de la valeur. Et comme il y a tellement de valeur, ben, je ne voudrais pas le gaspiller et le perdre à des choses qui importent peu. Et donc, vous rappelez cette question qui s'était imposée à nous. Ben, comme le temps qui nous est imparti est limité, puis qu'on ne veut surtout pas le perdre, puis
qu'on veut l'occuper de ce qui importe, alors la grande question, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe vraiment à ce moment-ci de ma vie? Et comment, à partir de ce qui importe vraiment, je vais discerner en fonction de ce qui importe vraiment? Maintenant, j'ai découvert que c'était... Alors, je me rappelle, on avait fait des exercices, là. OK, je vais me mettre dans une pyramide. Qu'est-ce qui est dans le haut de la pyramide? Donc, les personnes qui m'importent le plus dans ma vie, les choses qui m'importent le plus, qu'est-ce qui m'importe le plus dans cette vie-ci? Alors, on a fait ça. Puis on se disait, c'est important de le faire pas seulement une fois, mais parce que moi, ce qui m'importait à 20 ans, c'est pas ce qui m'importe à 47 ans. Hein? Les choses évoluent, donc il faut le faire régulièrement. Mais j'ai aussi découvert récemment qu'il faut aussi le faire pratiquement dans l'instant. Il faut le faire dans l'absolu. Ça veut dire, en absolu, bien sûr, peut-être que mes fils, moi, peut-être, et mon amoureux m'a fait des lacs. Bon, disons que c'est les personnes qui m'importent le plus dans ma vie à l'absolu. Mais si vous me posez la question, Sylvie, c'est qui les personnes qui t'importent le plus dans ta vie en ce moment? Je vous répondrai vous. C'est avec vous autres que je suis aujourd'hui. Alors, à ce moment-ci, dans l'instant, les personnes qui m'importent le plus, c'est vous autres. Alors, bien sûr, il y a en absolu, mais il y a dans l'instant, qu'est-ce qui importe? Mais pour moi, je pense que si on n'apprend pas à discerner fondamentalement, si on n'apprend pas, si on n'est pas toujours dans cette posture d'attention, de présence à soi puis à l'autre, on n'arrivera pas non plus à discerner dans l'instant. Puis, si on veut être des bons meneurs, je pense qu'on doit apprendre à discerner puis à être présent dans l'instant pour y arriver. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je nous souhaite.